Michel, comme vous le savez, a un vécu qui est absolument incroyable, pour avoir vécu des années d'emprisonnement, dans des conditions absolument terribles. Et d'ailleurs, quand il m'arrive de penser à toi, je me demande comment tu as pu trouver la force, enfin aller chercher les forces qu'il y a certainement en chacun d'entre nous, mais il faut les trouver, pour tenir aussi longtemps dans des conditions aussi terribles. Mais en tous les cas, tu es aujourd'hui libre, et ça, évidemment qu'on en est tous très, très, très heureux, mais il semble que la liberté ne soit pas simple, ne soit pas suffisante. C'est-à-dire que, bien évidemment, tu disposes de la libre circulation, mais pour autant, il est aussi important de passer à l'étape de la réhabilitation. Et la réhabilitation, c'est de dire, ben voilà, tu as été injustement condamné, tu as vécu des années terribles, ça suffit. Il faut maintenant que, justement, soit reconnue cette injustice, ce qui est en partie le cas, mais la reconnaissance, pour qu'elle soit effective, ça nécessite une réhabilitation, puis de se redonner des moyens d'une vraie vie sociale, professionnelle, que tu souhaites, et non pas un statut où, heureusement d'ailleurs, en France, on a un certain nombre de dispositifs qui permettent de faire que chacun dispose d'un minimum à travers le RSA, etc. Mais si c'est une situation qui peut être d'aide transitoire, ça ne peut pas être une situation définitive. Et il faut pour ça donc passer par un certain nombre de demandes et d'appuis. Donc je crois que Madame l'avocate va nous en parler tout à l'heure sur, si vous voulez rapprocher un petit peu de nous. Donc moi je voulais simplement dire que donc mon action en tant que parlementaire a été effectivement d'apporter tout mon soutien et de plaider ta cause et de participer avec d'autres élus au fait que tu retrouves la liberté. Maintenant, je suis tout à fait heureux, on nous en parlera tout à l'heure, puisqu'il y a aussi une action du conseil départemental, de t'aider à avoir tout le soutien d'un maximum de gens, d'un maximum d'élus, et que cette réalisation se fasse. Et donc, le conseil municipal de Lambord, représenté par André et moi-même ici, a beaucoup travaillé, puisqu'on a signé tous après la discussion sur le fait qu'on t'apporte notre soutien à ta réhabilitation. Voilà. Et c'était intéressant et c'était bien que ça puisse se faire. Merci. Que ça puisse se faire à Lambord aujourd'hui. Alors, il y a 2100. 2100 signatures qui ont été... Oui, mais ça c'est sur la balise, 2100. Voilà. C'est une autre. C'est une autre. C'est une autre. Ça vient en plus. Ouais. Ça vient en complément. Ouais. Okay. Ici, c'est voilà. ce qu'on a eu dans le coin. C'est ce qui a été reçu dans la oui. Saint-Paul, Morlaix, voilà, Lambord, etc. Oui. Voilà. Ben, écoutez, voilà. Ce qu'il faut, c'est que à travers la communication qu'on fait ce matin, c'est qu'on puisse aussi remobiliser d'autres gens qui pourraient être signataires, parce que plus on sera apporté la demande de réhabilitation, et plus on a de chances d'être entendu. Je ne doute pas que François Hollande soit insensible. Je ne pense pas qu'il soit insensible à la situation, mais si on pousse, c'est mieux. C'est ça, le principe. Voilà. Écoute, en tous les cas, sois complètement assuré de notre soutien total. C'est de notre volonté de devoir retrouver effectivement un statut de liberté, de pouvoir vivre. Mais je voudrais ajouter, sans vouloir être trop long, mais que le combat de Michel, depuis qu'il est sorti, c'est devenu un combat aussi pour toutes les injustices et tous les, à travers le monde, et peut-être en Afrique particulièrement, en tout cas à travers le monde, des gens qui sont injustement condamnés de manière très, on va dire, sans motivation, sans jugement, sans un peu de n'importe comment, qui sont enfermés, emprisonnés dans des conditions terribles et qui ont du mal après à retrouver un équilibre. Je crois qu'il y a René, comment je son nom, oui, qui est dans une situation identique. Ouais, écoute, je te laisse la parole, comme ça tu expliqueras mieux les choses que moi. Oui, monsieur le maire, monsieur le sénateur, puisque le sénateur, pourquoi? Parce que c'est dans ses attributions qui m'ont vraiment aidé dans une situation extrême. Je suis très ému, très ému. Mon émotion est réelle, profonde. Être
à tes côtés ici. C'est la deuxième fois que je viens ici, Oui, c'est pas la tout à fait, première oui. fois. Et j'étais toujours bien accueilli ici. Et je suis aussi en Bretagne, cette terre qui m'a aidé énormément dans une situation, je dis bien, extrême. Donc je veux dire merci aux époux Graal pour le travail qu'ils ne cessent de faire. Du fond du cœur, merci. Tous les élus, parce que cette signature, c'est pour moi un élément très important. Et je voulais dire merci au député qui n'est pas là ce matin, M. Falorni, qui a été extraordinaire à l'Assemblée nationale dans ce processus de réhabilitation, et à Valence, où j'ai reçu des avocats du monde entier le prix pour m'encourager à mener ce combat à son terme. M. Falorni a eu des propos extraordinaires. Et je veux saluer, même si elle n'est pas ce matin, le maire, enfin la maire, on dit maintenant, je suis sorti, il y a beaucoup de... Oui, mais non. Il y a beaucoup, la maire Agnès Lebrun qui n'est pas là ce matin, mais qui aussi m'a accompagné, le maire de Saint-Paul-de-Léon et tous les élus que Cathy et René ont su mobiliser ici. Et je veux saluer David, parce que ce matin aussi, si nous sommes là aujourd'hui, si vous permettez, parce que David, en écoutant, sans avoir fait appel à lui, il a réagi et a mobilisé déjà plus de 2100 signatures au niveau de son site internet. Et David voulait aussi qu'on se retrouve ici, parce que ça permettra pour lui de relancer, je dirais, la collecte des signatures. Mais pour que vous compreniez le débat, le combat, et le maire a dit beaucoup de choses très importantes, je ne suis pas là que pour moi. C'est vrai, je suis victime, mais je suis là parce que l'honneur de la France est en jeu. Et je crois que tout à l'heure, Anne, celui-là qui est là, qui est avocate, spécialiste des droits de l'homme, que j'ai connue par un débat qu'elle a organisé au barreau de Paris. Le barreau de Paris, c'est 26 000 avocats. Et elle assume la responsabilité dans ce barreau pour la défense des droits de l'homme. Il y a eu un débat là-bas sur la détention arbitraire. Et nous nous sommes rendus compte que les avocats qui défendent les êtres humains ne connaissent pas ce que c'est que la détention arbitraire. Et que c'est mon cas qui leur a permis de comprendre ce que c'est que la détention arbitraire. Donc, tout à l'heure, là, elle va prendre la parole parce qu'elle préside le comité qui s'occupe de l'application de la vie numéro 38 des Nations Unies. Parce que le combat, monsieur le maire, que vous avez mené, que tu as mené, si tu permets, les Nations Unies ont une structure qui s'appelle le groupe de travail sur la détention arbitraire. Ce combat est légitime parce qu'ils ont reconnu, après une enquête de 4 longues années, que ma détention était arbitraire du début jusqu'à la fin. Qu'il n'y avait aucun critère juridique qui pouvait fonder une telle action. Et aujourd'hui, je me retrouve à une situation, si je me tais, si je ne fais rien, je dilue le combat que tu as mené. Voilà. Si je me tais et je ne fais rien, je dilue la mobilisation effectuée par René Cathy Graal. Et les signatures, les engagements que tous les élus bretons ont pris s'en trouveraient être totalement inutiles. Parce qu'aujourd'hui, les comportements des uns et des autres n'ont pas changé. Les États n'ont pas modifié leur comportement. Ma liberté, c'est-à-dire le fait d'être sorti de la détention, elle ne suffit pas si nous voulons résoudre à la racine, je dirais, ce mal, ce cancer qui est celui de l'impunité et celui que les hommes et les femmes décident de détruire les vies humaines sans raison, sans fondement. Donc je suis là aujourd'hui pour vous dire, pour vous supplier et vous demander de garder éveiller la conscience qui a commencé ici. Nous sommes dans un siècle de violence. Et vous, élus, vous savez ce qui s'est passé à Paris. Vous l'avez suivi. Vous êtes détenteur de l'ordre public. Les jeunes peuvent faire mourir. Les jeunes partent chercher asile intérieur ailleurs parce qu'ils estiment que la France ne les défend plus. Donc, je suis là aussi pour dire aux jeunes non, nous pouvons mener des combats dignes mais sans céder à la violence.
C'est ma participation dans ce combat. Il y a des combats importants en ce moment sur la double nationalité des sciences. Vous savez, ces combats existent. Alors, je crois qu'il y a un petit problème technique qui doit être résoudre là. Ah, voilà. On voit mieux. Pardon, excusez-moi. Donc, tous ces combats, ces sujets nous intéressent. Et récemment, vous avez lu, mesdames et messieurs, le dernier rapport et enquête de l'INSEE, qui est récent, ça fait moins de 2 semaines qu'il a été publié, qui dit que la France, dans l'intégration, a des comportements discriminatoires. Donc nous sommes une grande nation, la France est une grande nation, et nous ne devons pas oublier tous ces débats, ces cas, nous devons les analyser pour que la France, que les Français vivent tous dans un monde paisible, dans un état de droit. Et enfin, Monsieur le maire, sur ce qui me concerne, je ne vous dérange pas pour rien. Je n'ai pas encore été libéré. C'est-à-dire que le décret qui a été signé par le président de la République du Cameroun ne respecte pas l'avis numéro 38 des Nations Unies qui reconnaît ma détention arbitraire. Le Quai d'Orsay n'a pas inscrit cette détention arbitraire dans l'attestation qui m'a été remise. Et en même temps, l'Élysée a du mal à agir compte tenu de ce qu'on appelle la raison d'État. Donc, c'est la mobilisation du peuple qui permettra de résoudre ces problèmes. Donc, nous avons aussi, à l'Union européenne, fait une action qui commence à porter. Et cette action mérite d'être poursuivie avec les élus. Parce que l'Union européenne attend une question. Et pour que la question soit posée, il nous faut la signature de quelques représentants du Parlement. Il me les faut. Pour que la question soit posée à l'Assemblée nationale en France, il me faut quelques signatures. Donc, monsieur le maire, j'ai encore besoin que vous regardez dans votre carnet d'adresse pour m'indiquer des hommes et des femmes qui peuvent participer à cela, à l'Union européenne et au niveau Parlement français. Parce qu'en fait, c'est l'enquête parlementaire qui permettra de résoudre ces dénis de justice. Le défenseur des droits fait un travail très important qui sera communiqué dans quelques semaines. Et ce travail-là concerne mon cas et aussi les mesures correctives à prendre pour que pareil cas ne se reproduise pas. Donc, et récemment au Sénat, là où tu étais pendant de longues années, les sénateurs avec lesquels tu as travaillé dans ce dossier, ils sont en train de réfléchir et au mois de février, on commence ce débat et là, j'aurais besoin de ta compétence du Sénat. La commission des lois va être saisie pour inscrire dans une structure comme le défenseur des droits une mission permanente qui permette à ceux qui ont été victimes en France de détentions arbitraires ou otages de trouver un système organisé qui permette de résoudre les problèmes du retour. Parce que ceux qui rentrent, ils ne savent pas, ils sont complètement perdus. La société est très complexe. Ils se découragent. Et à titre d'exemple, Serge a dit l'autre jour, qui a été otage pendant 3 ans. Qu'est-ce qu'il a dit, Serge? Il a dit qu'il préférait être otage que d'avoir été libéré. Il a dit sur iTélé et sur France Info. Vous pouvez retrouver ces références. Il a dit, il a été bien accueilli par la France, par le chef d'État, mais il estime qu'en réalité, il ne s'est pas reconnu dans l'identité française. Et si nous ne faisons rien, nous allons continuer à laisser les hommes dans le désespoir. Et les critiques que j'ai observées dans certains établissements lors des commémorations du 11, enfin des activités du janvier 2015 pour Charlie Hebdo, ceux qui survivent aux attentats estiment qu'on ne s'occupe pas trop d'eux. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Donc voilà donc, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire, d'abord exprimer ma profonde gratitude et vous prier de relayer l'information. La liberté ne se décrète pas, c'est un droit. Tout à fait. Ouais. Parce que j'ai bénéficié d'un décret, mais ce n'est pas ce que je voulais. Ce que je veux, comme a dit monsieur le maire, c'est la réhabilitation qui me permet de retravailler. Moi, j'ai fait une chose en contradiction avec le Quai d'Orsay.
je vous l'annonce, j'ai refusé l'assistanat. J'ai refusé le RSA. J'ai refusé de bénéficier des aides sociales. J'estime que j'ai été arrêté pendant mon travail et je veux travailler. Je crois qu'un homme vit du travail, pas d'assistanat. Et c'est en travaillant que je trouve ma satisfaction. Et je ne peux pas pour l'instant travailler avec ce décret, parce que ce décret ne m'innocente pas. Et il y a toujours, quelque part, un lien avec la détention. Donc je n'ai pas été libéré. Physiquement, je suis là, mais mes droits sont encore détenus dans la cellule au CED à Yaoundé. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire, la nécessité de ce combat, parce qu'on ne peut pas libérer un être humain à moitié. Ce qu'un être humain demande, c'est d'être reconnu dans son innocence quand il est innocent. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci, monsieur le maire, monsieur le sénateur, mesdames, messieurs les élus. Moi, je suis très, très honorée, très émue de prendre la parole ici ce matin. D'abord, pour vous remercier pour tous pour l'importante et constante mobilisation ici en Bretagne en faveur de Michel Thierry Atangana. En fait, je voudrais vous raconter une petite histoire. Quand j'ai rencontré Michel, quand il est arrivé un matin dans mon bureau au barreau de Paris et que j'ai pris connaissance de son affaire, de son cas, parce que je ne le connaissais pas. Il m'a raconté tout ça et il y a eu comme un quiproquo parce que je ne pouvais même pas imaginer que j'avais devant moi l'homme qui avait passé 17 ans en détention arbitraire, dans des conditions tout à fait épouvantables. Je me disais, mais comment quelqu'un peut être aussi calme, généreux dans son fonctionnement aussi, et lumineux après avoir passé une telle épreuve. Pour moi, ça a été un grand mystère et une révélation, et j'avais vraiment envie de pouvoir continuer à poursuivre ce combat à ses côtés. Je reviens juste brièvement sur les faits sans être trop longue, mais je pense que c'est important parce que c'est quand même une histoire qui est tout à fait incroyable. Donc c'est une affaire qui débute en 1994. Donc Michel est ingénieur financier, il est d'origine camerounaise mais de nationalité française et il est envoyé au Cameroun par un groupe français de travaux publics pour pouvoir mettre en œuvre un chantier de 2 autoroutes. Alors ce projet, il associe au sein d'un consortium, comme ça se fait toujours dans ces cas-là, des multinationales et l'État camerounais. Et c'est Michel, qui a déjà réalisé ce genre de projet en Europe, qui est à la tête de ce consortium. Il va être arrêté le 12 mai 1997, en l'absence de tout mandat d'arrêt. Il va être détenu pendant 52 jours avant même d'être présenté à une autorité judiciaire. Alors vous allez me dire, mais quelle est la raison de son arrestation ? Son arrestation, elle est clairement politique. L'objectif, en fait, est qu'en échange de clémence sur son propre cas, eh bien, on lui fasse signer une lettre qui dénonce Titus Edzoa, qui était candidat à ce moment-là à l'élection présidentielle, et qui le dénonce comme étant le complice et bénéficiaire de détournement de fonds publics. Michel va refuser de signer une telle lettre. Et son refus, ça va aboutir à 15 ans de condamnation à la prison pour détournement de fonds publics, après un procès tout à fait expéditif, en violation, mais alors flagrante, des droits de la défense, parce qu'il ne pourra même pas bénéficier de la présence d'un avocat pour pouvoir assurer sa défense. Et il va être condamné avec son co-accusé Titus Edzoa. Confirmation de sa condamnation au niveau de la Cour d'appel, de la Cour suprême. Et sa détention, et ça c'est important, elle va se dérouler à Yaoundé, dans les sous-sols du secrétariat d'État à la Défense, dans une cellule de 7 mètres carrés, sans fenêtre, totalement improvisée, absolument pas adoptée pour une détention et encore moins pour une détention longue. Et il va être maintenu à l'isolement dans des conditions tout à fait épouvantables. Il va y avoir un second procès en 2009, qui va débuter le 27 octobre, pour être précise. Et là, nouvelle violation, puisque normalement, quand on a été jugé une première fois, on ne peut pas être jugé une deuxième fois pour les mêmes faits. Donc c'est quand même ce qui va se passer. Et la nouvelle condamnation, le 4 octobre 2012, à 20 ans d'emprisonnement et 5 ans de contrainte par corps pour exactement les mêmes faits qu'en 1997.
Alors, quelles sont les réactions? Parce qu'il y a quand même beaucoup de temps qui s'est déroulé. On a en 2005, dès 2005, le département d'État américain qui va considérer que Michel Atangana est un prisonnier politique. C'est quand même très important, et cette reconnaissance de prisonnier politique, c'est aussi celle d'Amnesty International ou d'autres grandes organisations comme Freedom House. Pourtant, la France ne va pas s'intéresser au cas de Michel qu'au bout de 15 ans. Ce qui peut paraître très étonnant. L'affaire va finalement enfin connaître une issue positive avec la saisine du groupe de travail sur la détention arbitraire de l'ONU, comme l'a expliqué Michel. Et ce groupe va rendre un avis qui est essentiel et qui est exceptionnel aussi en tant qu'avis. Donc c'est cet avis 38 qui va déclarer que la détention de Michel est arbitraire, qu'il est un prisonnier politique et qui va enjoindre le Cameroun à le libérer évidemment tout de suite, mais aussi, c'est pas juste une libération, c'est aussi de sanctionner les personnes qui sont responsables de cette privation de liberté, et c'est aussi d'indemniser Michel pour le préjudice qu'il a subi. Il va être libéré à la suite de cet avis le 24 février 2014, mais comme l'a expliqué Michel, seulement avec un décret de remise de peine signé par le président Paul Biya. Donc Michel est libéré, mais il n'est pas réhabilité. Il n'a pas pu récupérer ses biens, ni ses comptes qui sont toujours bloqués. Et puis il n'est pas indemnisé pour 17 ans de détention arbitraire dans des conditions absolument abjectes. Pourtant, et c'est ça qui est important pour nous aujourd'hui, parce qu'il est libre, eh bien, beaucoup considèrent que l'affaire est close. Mais enfin, dire ça, c'est vraiment méconnaître qu'il a été victime de violations graves des droits de l'homme. Il y a la détention arbitraire, bien sûr, mais il y a aussi ce qu'il a subi dans le cadre de ses conditions de détention. C'est aussi les traitements inhumains et dégradants, voire même de la torture, parce que de telles conditions de détention, c'est une violation grave des droits de l'homme. Et puis c'est aussi méconnaître son droit fondamental en tant que victime d'obtenir réparation de son préjudice. Et c'est aussi méconnaître cette décision du groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies qui prévoit cette indemnisation du préjudice. Et ce groupe, qui a été créé en 1991 à l'initiative de la France, je précise, et la France le soutient, ce groupe. Et en tant que pays des Nations Unies, le Cameroun doit bien sûr appliquer les décisions de ce groupe, mais la France aussi. La France doit tout faire pour que soient appliquées ces décisions. Donc elle a une responsabilité. Donc considérer qu'il s'agit ici d'une affaire terminée, ben, ça équivaut encore une fois à abandonner un ressortissant français dont la protection consulaire a été déjà bafouée pendant 15 ans. Et la France ici, en tant qu'État, elle a vraiment une obligation de protéger ses nationaux. C'est une mission sacrée, fondamentale de l'État. Et comme Michel a été reconnu officiellement par le groupe de travail en tant que prisonnier politique arbitrairement détenu, eh bien, la France, elle ne peut même pas dire, elle ne peut même pas arguer qu'il a eu un comportement dommageable, répréhensible ou qui serait pénalement condamnable, pour pouvoir dire, ben non, on ne va pas le soutenir parce qu'il a été condamné, etc. On a une décision internationale. Donc, elle doit pouvoir jouer son rôle ici. Donc, c'est très important pour nous d'être en Bretagne. Pourquoi? Parce que la Bretagne, elle n'a jamais abandonné Michel. Voilà, la Bretagne, ses élus, ils ont soutenu Michel quand il était en prison. Et puis aujourd'hui, eh bien, la Bretagne, elle a aussi compris que le combat de Michel pour sa réhabilitation, elle était essentielle. Essentielle pour permettre à un homme de se reconstruire et puis aussi mettre fin à une terrible injustice. Et puis essentielle aussi parce que, comme vous l'avez dit, ben, c'est un combat plus large. C'est aussi celui de la lutte contre la détention arbitraire. Donc il nous faut continuer, et Michel l'a très bien dit, à mobiliser les autorités, les élus, les médias en France comme à l'étranger pour que le cas de Michel soit connu, pour qu'il soit soutenu dans sa réhabilitation. Donc voilà, donc ça nous fait chaud au cœur, enfin moi ça me fait chaud au cœur, et je sais que Michel aussi l'a dit très bien, d'être là aujourd'hui et de savoir qu'on peut compter sur lui. Je vous remercie. Merci. Si la Bretagne mène ce combat, c'est parce que Michel est aussi un peu breton. Je sais, je l'ai pas dit. Même totalement breton maintenant. Et c'est vrai que c'est l'occasion de dire à Catherine et René qui sont en pointe sur la question qu'ils font un travail remarquable. Jean-Paul, un petit mot de conclusion. Un petit message. Est conseiller départemental. Et donc, ah oui, la conclusion sera pour Monsieur Graal.
deux messages d'amitié de l'ancien président du Conseil général, Pierre Maille, qui avait largement mobilisé les conseillers généraux à l'époque pour vous soutenir et qui avait compris la portée de votre combat. Alors la portée de la souffrance d'un citoyen français, ne l'oublions jamais, il faut le rappeler, dans le contexte actuel, c'est important de le dire, c'est la souffrance d'un citoyen français, avant tout. Hein. Et également la portée humaine et quasi humanitaire de ce combat pour que ne se reproduisent plus de telles violations du droit international. Et puis, au-delà de Pierre Maille, nous aurons de la conscience, parce que c'est aussi un message d'amitié de Nathalie Sarabezol, la nouvelle présidente du tout nouveau conseil départemental. Et vous pourrez compter sur notre mobilisation, élus départementaux de toutes tendances confondues, pour que le combat que vous menez, certes, nous l'avons bien compris, la libération n'est pas complète, jusqu'à ce que la réhabilitation soit prononcée et que ceux qui ont bafoué le droit puissent être condamnés, puisqu'il en va de la bonne justice, et que la justice est au cœur des difficultés que nous traversons peut-être plus largement au sein de nos sociétés, et qu'un grand message de justice a toujours une portée bien plus large que les hommes qui sont concernés par cette affaire. Il touche tous les êtres qui en sont épris, et donc je vous félicite et je vous engage à continuer ce combat. Vous aurez notre plus entier soutien. Merci. C'est pas le maître de cérémonie. Je voulais le présenter déjà. Venez plus par là. Ah oui, c'est pas facile parce qu'il y a un centre qui ont œuvré à La Rochelle, donc dans un autre département, et qui ont mobilisé Odile Falornou, que Michel a apprécié d'ailleurs, qui a bien travaillé. Donc c'était les gens qui ont bougé un petit peu là-bas. Donc bon, il peut dire pourquoi, ça n'a pas été facile, parce que Claude m'a toujours dit, je ne bouge pas tant que je ne connais pas. Donc c'est qu'il a aussi étudié un petit peu, enfin tu peux expliquer. Tout à fait. D'ailleurs, bonjour à tous. Je suis heureux d'être présent ici, et surtout présent devant Michel, que j'entends parler depuis très longtemps. Alors, l'affaire de Michel s'est passée comment ? Je discute avec mes cousins qui sont René et Catherine Graal autour d'un café. Et René et Catherine me disent, tu te rends compte, on n'a pas de nouvelles d'un ami, tout ça, qui a travaillé avec nous. Et puis, bon, on revient sur la discussion et on revient sur l'emprisonnement de Michel. Donc, j'ai dit, oui, ok, je suis malheureux. Enfin, bon, la discussion est partie comme ça. Et comme vient de dire René, moi, j'ai toujours une réserve. Je veux avoir des éléments pour me faire une opinion. Donc, ils me fournissent un dossier. Et à partir de ce dossier, j'ai dit, Banco, je ne peux pas rester mon cul, excusez-moi le terme, le cul dans ma chaise. Je suis obligé de faire quelque chose. Je parle comme ça. On me dit souvent qu'il faudrait que je tourne ma langue dans ma bouche 7 fois, 10 fois, mais moi, c'est mon naturel. J'ai 68 ans. Je suis comme ça. Même à des gens qui sont politiciens, je leur dis toujours ce que je pense. Et des fois, bon, bref. Et donc, j'ai ce dossier, je rencontre, et puis je dis à René, autour du café, j'ai dit, écoute, tu sais, il faudrait trouver des élus qui puissent vous donner un coup de main au niveau du collectif que vous montez sur la Bretagne. Et il me dit, oui, qu'est-ce que tu connais? Moi, je connais Olivier Falorny, je connais Suzanne Tallard, je connais Madame Quéré, alors Madame Quéré un peu moins, mais Suzanne Tallard et Olivier, bon, ce sont deux députés de La Rochelle que je connais bien, donc on peut voir. Et je dis, donne-moi un dossier, je rencontre les deux personnes, et puis à partir de là, je les laisse apprécier. Et si vraiment ils reviennent vers vous, c'est qu'ils vont vous donner un coup de main. Et c'est ce qui s'est passé. Olivier, alors, je dirais beaucoup plus Olivier que Suzanne. Mais bon, Suzanne, je comprends. C'est une histoire politique. Vous savez qu'à La Rochelle, je l'ai expliqué à Michel, ou à la représentante, à l'avocate, à La Rochelle, il s'est passé quelque chose. Donc il y a une ficelle qui s'est presque cassée. On a mis d'un côté qui était socialiste, on l'a mis radical de gauche, et le socialiste est resté socialiste. Donc bref, donc il y a eu, mais Olivier m'a dit, moi, Banco, j'y vais, Claude, et puis j'apporte mon soutien entier à Michel Antegana, et s'ils ont besoin de moi, qu'ils me contactent à l'Assemblée, et on y va. C'est ce qui s'est passé. Michel est venu aux journées du Parti Socialiste l'an dernier, oui, si j'ai bonne mémoire, où on s'est loupé, parce que j'étais, je sais pas, je devais être sur le Tour de France à cette époque-là, non, peut-être pas chez nous, on était en Bretagne. Bref, au moins en Bretagne.
parce que je viens souvent, même si mon épouse est bretonne, elle est née à Saint-Paul-de-Léon, hein, dans les choux-fleurs, hein, les artichauts. Dans ce cas-là, on dit personne n'est parfait. Donc, Il nous retourne le mot, ouais. j'ai pas pu rencontrer Michel à La Rochelle, mais il a vu Olivier, donc ils ont discuté, ils ont dû manger, je crois, ensemble. Et voilà un peu comment s'est fait l'affaire au niveau de l'histoire de Michel. Et je suis partie prenante. J'ai signé la pétition par le biais d'Internet. Je ne l'ai pas fait sur papier, mais par le biais d'Internet. Olivier l'a signé. Je crois qu'Olivier a dû faire signer quelques-uns aussi, si j'ai bonne mémoire. Je peux vous dire que si vous avez besoin de lui, je le dis à ton avocat, prenez rendez-vous à l'Assemblée. Olivier est prêt à vous rencontrer. Et j'ai oublié de dire aussi qu'on s'est vu la semaine dernière parce qu'on a fait la tournée des popotes, parce que je suis administrateur au CCAS et je m'occupe des personnes âgées donc dans les établissements qui nous appartiennent. Donc nous avons fait, avec le député et le maire de La Rochelle, nous avons été présenter nos vœux. Nous avons discuté donc avec Olivier. Il dit « Je suis enchanté de Michel Saudevant, mais j'ai une grande pensée pour Miguel. » Et il me dit donc « Tu le transmettras à Michel si tu le vois prochainement. » Donc voilà ce que je voulais vous dire, Olivier. Mais sollicitez-le, n'hésitez pas, il est à votre disposition. Et il ne m'en voudra pas si des fois je le pousse au derrière pour qu'il agisse. Voilà, et merci pour ces quelques mots. Maintenant, on va laisser la parole à... Je termine, c'est vous qui termine. Oui, après Michel, il va te recadrer. Je ne vais pas lui relever la vedette. C'est l'élément de la famille, j'ai l'habitude de dire ça, incontrôlé et incontrôlable. C'est vrai. Je l'avoue moi-même, je suis Léonard, Saint-Paulitain, attention. Donc, mais génétiquement modifié. Bien, bonjour, donc David Derrien. Je suis animateur réseau pour une association qui s'appelle Cyberacteur, avec un S, qui a été créée il y a 15 ans, et qui a pour mission d'offrir aux internautes un outil militant. C'est-à-dire qu'on leur propose des actions autour de l'environnement, enfin essentiellement l'environnement. Je dirais même plus, je dirais l'écologie. Parce qu'en fait, dans l'écologie, on met l'environnement, mais pas seulement, on met aussi les droits. Et effectivement, on a souvent des sujets qui concernent les droits humains à travers le monde. Donc c'est à la fois des droits de l'homme, mais ça peut être aussi des journalistes. Et le cas présent de Michel m'a été moi rapporté, puisque en fait ça devient une histoire de famille, puisque René et Catherine, René est le cousin de mon père. Donc il m'en avait déjà un peu parlé dans le passé, et puis là pour le coup, étant donné que ça fait partie de mes missions, donc j'ai relayé l'information et la situation de Michel à travers l'association, le site de Cyberacteur. Et donc là, pour le coup, il y a 2100 personnes qui ont participé et qui soutiennent le cas présent de Michel. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en fait, si on a d'un côté effectivement l'appui des politiques, il faut aussi avoir le soutien de l'opinion publique. Et donc, 2100 c'est bien, mais pour moi, c'est pas suffisant. Donc c'est pour ça qu'on a décidé aujourd'hui de relancer un petit peu la machine, en essayant de mettre en avant encore cette situation, et pas seulement par rapport aux médias ou aux hommes politiques ou à la représentation publique, mais aussi par rapport à notre sphère, à notre cybersphère, puisque Cyberacteur peut mobiliser jusqu'à 70 000 personnes. Donc il faut qu'on continue. Voilà, donc c'est pour ça qu'en fait aujourd'hui, avec la contribution de Catherine et René, on a souhaité relancer un petit peu, remettre un coup de projecteur, je vais dire, sur la situation de Michel. Donc en tout cas, bon, j'ai les 2100 signatures en ma possession. Je sais pas, je vous les remets. Alors après, moi, oui, mais lui, Michel, bon, on va manger ensemble après, symboliquement. Donc j'ai sorti une copie de... Alors physiquement, ils sont pas là. Hein. Les 2100 sont pas là. Voilà, donc 2100, donc j'espère, donc on va continuer. Alors on va continuer avec le site de Cyberacteur à faire un éclairage donc, sur la situation. Voilà. Je sais pas. Ah oui, alors quand même quelque chose d'important, c'est que moi alors de par la définition même de l'association, c'est cyber, c'est-à-dire en fait c'est un peu virtuel. Et donc effectivement, enfin je rejoins ce que tu disais, cousin. C'est qu'en fait il est important aussi d'avoir un contact humain, et donc en fait Michel, on ne s'est jamais rencontré avant aujourd'hui, et la première chose qu'il a faite en me voyant, c'est m'embrasser. Donc je lui ai dit c'est bon, ça va le faire. Voilà.
En tout cas, bon, bref, je ne sais pas ce que ça veut dire 17 ans de détention, mais c'est quelque chose de très lourd à porter. Merci. Merci. Je t'en prie. Je crois que... Non, je voulais prendre le temps. Donc Michel tout à l'heure parlait de ce qui se passe en France. On est dans un pays de liberté, égalité, fraternité. Mais il y a aussi un mot qu'on pourrait ajouter, je crois qu'Olivier travaille là-dessus, c'est laïcité. C'est bon, important. Très bien. Alors, donc, monsieur le maire, c'est vous qui avez Je t'en prie. Je vais répondre deux petites interpellations. Je veux rendre hommage à Anne. C'est la première fois que mon cas a été débattu devant les avocats au barreau de Paris. Le barreau de Paris, c'est une institution. C'est 26 000 avocats, un siège prestigieux. Voyez-vous, quand moi je sors de cellules et que je me retrouve dans le bureau d'Anne, c'est comme des ténèbres à une extraordinaire. Donc, vous voyez que quand je suis devant vous et je suis ici devant cette mairie, pendant 17 ans, je n'ai pas vu un espace supérieur à 7 mètres carrés. Donc, tout cela, c'est important pour la réhabilitation, mais je voulais quand même signaler quelque chose. C'est que pour dire, franchement, liberté, égalité, fraternité, les mots forts. Où vient l'indifférence? Comment de si beaux principes peuvent induire une telle indifférence? Donc, je voudrais réchauffer votre cœur en vous demandant vraiment, luttons contre ce cancer, l'indifférence. Parce que je suis avec Anne, je veux voir Anne, je dis voilà, j'ai un cas, Lydienne est où? Parce que c'est que le message m'a envoyé Olivier. Bon, Lydienne est où? Mais est une avocate française, une femme. Une femme. Un être humain. Elle vient de passer, il y a 2 jours, il y a une semaine, elle a passé son 6e anniversaire en détention. 6 ans. À titre de rappel, elle était en contrat avec l'État. Elle était en contrat. Elle avait un contrat signé. Elle est avocate. Et l'État lui doit de l'argent. L'État reconnaît. Mais comme l'État a la possibilité d'arrêter un individu, l'État l'a arrêté. Elle a été condamnée, si vous permettez que je prononce la condamnation, le quantum de la condamnation, à 25 ans de prison. 25 ans de prison. Donc, ça veut donc dire que finalement, ça veut dire que si je me tais, le problème n'est pas résolu à la racine. Et au mois de juillet, le président de la République française, François Hollande, a évoqué le cas avec son homologue camerounais. Et si je peux parler de la France, monsieur le maire, là je parle de mon métier. L'aide publique extérieure, dont le Cameroun a besoin pour se développer, la France contribue à 48%. Je ne sais pas si vous vous rendez ce que c'est. Mais si vous mesurez qu'aujourd'hui, les impôts des Bretons, les efforts de la communauté française, pour le Cameroun, c'est 48%. Donc ce n'est pas rien. Et si le président de la République française s'adresse à son homologue camerounais en lui disant, voilà, monsieur le président, j'ai un de mes citoyens, concitoyens qui est là, compatriote qui est là, faites quelque chose. Et 6 mois après, il ne se passe toujours rien. Donc je voulais appeler pour dire quand même, monsieur le maire, il ne faut pas laisser le nom de la France être dilué. Nous devons garder, la France a un rôle très important. Vous savez que la France a intervenu en Afrique pour sauver 2 pays importants qui étaient à la dérive, le Mali et la Centrafrique. C'est des impôts français. Donc c'est pourquoi je demande aussi que quand la France fait du bien, que la France puisse obtenir en retour aussi, je dirais, reconnaissance de l'acte qu'elle fait. Et cette reconnaissance se traduit par le soulagement des peines qui ne sont pas justifiées. Donc vous voyez, donc c'est ce combat-là que nous devons mener. Le combat de la liberté. Pour que demain matin, ceux qui regardent le combat de Lydienne ou le mien
ne soient pas des hommes et des femmes désespérés qui choisissent les extrémismes qui peuvent détruire le bien, enfin, comment on dit l'expression que j'entends à la radio partout, c'est bien vivre ensemble, enfin, on utilise ça, mais je dis que nous devons vivre dans un pays paisible qui respecte le droit, l'état de droit. Donc, Claude, je vous demande que vous dites à M. Olivier Farouni que ce combat-là, nous le menons, et les Grâles sont encore là devant ce combat. Et pour le moment, il n'a pas encore connu son aboutissement. Et si Lydienne mourra en prison, pendant qu'on conjecture, elle est en prison depuis 6 ans. Elle a 25 ans de prison. Et je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas le seul cas. C'est Lydienne, rappelle son nom. Lydienne Eyoum. Lydienne Eyoum, avocate. Lydienne Eyoum. Lydienne Eyoum. E-Y-O-U-M. Avocate. Et l'autre jour, donc, pour vous dire que l'indifférence est un cancer, Anne a proposé au barreau de Paris qu'on inscrive Lydienne comme avocate en danger. Parce que le barreau de Paris a créé un forum qui veille sur les avocats qui sont en danger. J'étais à la rentrée du barreau de Paris, invité par Anne. C'est un moment de prestige. Il y a les avocats, les barreaux du monde entier qui sont là. Américains, Suisses, je dirais tous les grands barreaux sont présents. Mais les avocats ont retiré le nom de Lydienne. Malgré les efforts de Anne. Donc vous voyez, c'est pour dire quand le sujet n'est pas communiqué, n'est pas connu, même la profession qui pourrait défendre un cas s'en détourne. Donc voilà, c'est pour dire qu'il faut continuer à se battre parce que si un homme n'a plus de liberté, nous allons tous, on ne va pas faire les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs, je m'en suis exprimé à la demande du sénateur et au Quai d'Orsay, parce que, bon, quelques élus français ont décidé d'aller sauver 2 Français en Indonésie, en Saint-Domingue. Vous savez comment? Vous savez comment ils ont fait? Non, je vous l'explique. Ils ont financé pour 100 000 € une extraction. C'est pas ça la France. Non. Non. C'est pas ça la France. C'est pas ça l'extraction. Je vous demande qu'on travaille pour que le droit soit appliqué et que la diplomatie joue son rôle. Cherchons les moyens légaux et pas les moyens illégaux. Voilà, mesdames et messieurs. Je voudrais juste, excuse-moi, je vais embaucher quelqu'un pour tenir ça. Madame Zell est la présidente de l'association ACOA contre la détention arbitraire. L'association qu'on a créée suite à mon cas. Oui, nous avons créé cette association il y a un petit peu plus d'1 an. Et donc nous travaillons sur le combat de Michel pour sa réhabilitation. Mais la question c'est où est sa légitimité? Il a été libéré et comme tu disais tout à l'heure, c'est toi qui disais tout à l'heure que bon, il a été libéré, on se demande mais pourquoi il se bat puisqu'il est libre, il est sauvé. Sa légitimité, elle est dans cet outil juridique qu'on a, qui est trop mal connu, qui est l'avis du groupe de travail sur la détention arbitraire. Elle est là, sa légitimité. Et cet outil relève du droit international. Et quand l'avis dit que la détention est arbitraire, et quand c'est le Conseil des droits de l'homme qui le dit, puisque c'est une procédure spéciale du Conseil des droits de l'homme, en matière de droits de l'homme, il n'y a plus de souveraineté. Et lorsque nous allons au Quai d'Orsay pour demander à l'État français de respecter cet avis, lorsque l'État français ne veut pas respecter l'avis de l'ONU, l'État français se met dans une position de contrevenant. Donc là nous sommes ici et vous nous avez accueillis parce que